Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 7e conférence Iségoria de l'année et à cette première conférence de rentrée. Cannes, ce nom dit forcément quelque chose à l'esprit de notre public ce soir. Des deux frères, on en connaît au moins un, soit Jean-François, soit Axel. À défaut de reconstituer la fratrie ce soir, d'autant plus que nous avons déjà reçu votre frère à notre tribune, nous allons profiter de votre venue pour mieux cerner votre personnage. Votre parcours tout à fait inédit mérite en effet que l'on s'y attarde un court moment. Axel Cannes, vous êtes de ceux qui multiplient les engagements, comme d'autres collectionnent les conquêtes amoureuses. La médecine, qui est votre formation initiale, la génétique, qui est votre spécialité et votre cœur d'expertise, la philosophie, qui vous suit comme une ombre questionnant chacun de vos actes ou chacune de vos prises de position, la politique, enfin, comme une passion dévorante qui vous aspire dans le tourbillon du débat public et du théâtre médiatique. Pour filer la comparaison, contrairement à Don Juan, vous n'êtes pas quelqu'un qui agit sous la tutelle de ses impulsions. Vous êtes bien de ceux qu'on appelle parfois une grande gueule, qui distillent ses saillies médiatiques avec parcimonie mais force. Mais quelque chose d'autre vous guide. J'ai lu à cet effet hier un de vos derniers tweets de la journée. Il s'agissait d'une citation de Lamartine. Je la rapporte ici. « Dédaigne un faux encens qu'on t'offre de si bas, la gloire ne peut être où la vertu n'est pas. » En effet, bien que vous ayez connu tous les honneurs qu'une figure médiatico-intellectuelle peut convoiter aujourd'hui, officier de la Légion d'honneur, chevalier des arts et des lettres, cette maxime tend à résumer à mes yeux le sens de vos prises de position. Vous qui avez été élevé dans une atmosphère catholique très pieuse, vous avez en effet conservé une certaine spiritualité et une sensibilité certaine pour le questionnement métaphysique et éthique. Chose que l'on ignore assez souvent, cet héritage vous a tellement marqué que vous avez un temps pendant votre jeunesse aspiré à la prêtrise, mais apparemment vous y avez renoncé pour une autre carrière. Personnalité de gauche, vous avez été candidat aux législatives pour défendre la bannière rose à Paris face à François Fillon. Vous n'avez cependant rien d'indogmatique, mais voulez au contraire avancer vos pions sur l'échiquier comme autant de jalons menant à une certaine autonomie et à une reconnaissance de votre singularité sur la scène publique. Vous avez notamment défendu la réforme de l'autonomie des universités, mettant dans la balance votre poste de président de l'université Paris-Descartes. Mais c'est principalement sur le terrain de la génétique et des débats bioéthiques plus largement que votre voix est la plus écoutée et la plus respectée. Comme membre du Comité national consultatif d'éthique, vous souhaitez combattre un réductionnisme biologique conduisant immanquablement à considérer la vie comme un objet. C'est ainsi que l'opinion publique a entendu retentir votre son de cloche contre différents sujets, la brevetabilité des gènes, le clonage reproductif ou thérapeutique, le diagnostic prénatal. On se souvient notamment de la jurisprudence Perruche. Enfin, dans la forêt de vos engagements et des activités professionnelles qui remplissent votre CV, je relèverai votre implication à la tête de la Fondation internationale du handicap ou de la Ligue contre le cancer, qui font de vous une figure majeure du paysage médical et éthique, en France comme à l'international. Bien que votre page Wikipédia relève, avec toujours beaucoup de tact comme souvent dans ces cas-là, que vous ne figurez pas dans la shortlist des 137 scientifiques français les plus cités. Mais qu'importe. De tout ceci ressort un mot dont je n'ai pas encore fait usage ici, humaniste. Vous faites en effet partie de cette grande et ancienne famille de pensée qui considère le facteur humain comme centre de toutes les préoccupations et interrogations, dont la promotion et la sauvegarde doivent toujours primer sur des considérations secondaires. De grands naïfs, diront les uns, des garde-fous, diront les autres. Je crois deviner dans quel camp vous souhaiteriez qu'on vous classe. Merci de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la rentrée aussi pour les conférences Iségoria. Nous espérons que vous avez passé un bel été rempli de lectures stimulantes et de rencontres enrichissantes. Si cela n'a pas été le cas, les 2 heures à venir devraient répondre à ces attentes. Cher Axel Cannes, le constat « personne n'est omniscient » ne souffre pas d'exception, mais s'applique cependant moins à certains, dont peut-être vous-même. Il est en effet bien difficile de circonscrire le champ de vos activités de vos réflexions, lesquelles dépassent largement le cadre de la science et de la médecine, comme le rappelait tout à l'heure Pierre Baptiste. La liste de vos publications et les responsabilités diverses que vous avez exercées l'attestent. Humanisme et progrès est le thème sur lequel vous allez vous exprimer ce soir, thème difficile qui associe 2 idées aux contours mal définis. En un résumé très rapide, l'humanisme consisterait à respecter l'autre, ses droits essentiels, et favoriser son accès à la connaissance. Quant au progrès, sa définition n'a cessé d'évoluer au cours du temps, selon qu'elle soit examinée sous l'angle politique, social, scientifique ou économique, alternant pour s'évaluer les critères qualitatifs et quantitatifs. Historiquement, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, les 2 notions d'humanisme et de progrès semblent faire cause commune.
On prête alors au progrès scientifique, technique, médical, mais aussi économique. Deux révolutions industrielles viennent de s'opérer, la capacité d'améliorer la condition humaine. Auguste Comte et ses théories positivistes dominent. Hélas, la Première Guerre mondiale mit un terme brutal à cette douce béatitude. Le rêve d'un progrès scientifique et technique au service constant des hommes ne résista ni à l'existence des tranchées, ni à l'usage des gaz toxiques. Hiroshima et son champignon nucléaire sonna comme une triste confirmation de la justesse de la recommandation de Rabelais, une science sans conscience est décidément bien dangereuse. Pourtant, l'homme dominant la nature, l'homme tout-puissant, est un mythe ancien, alimenté par une lecture sans doute tronquée de Descartes et de ceux qui se réclament du cartésianisme. Au XIXe siècle, cette croyance d'une maîtrise envisageable de la nature par l'esprit s'est répandue. Publié en 1873 par un Nantais fameux, Le Tour du monde en 80 jours en est une bonne illustration dans le champ littéraire. Par son intelligence, Phileas Fogg maîtrise le temps, l'espace et même les avantages de la rotation de la Terre. Il recourt naturellement pour se déplacer aux géniales et toutes récentes inventions humaines, trains, automobiles et bateaux à vapeur. C'est l'ère de la machine et l'époque est alors qualifiée de moderne. Ce qui nous distrait en littérature nous sauve dans le champ de la médecine. Prévention et traitement des maladies connaissent de si grands progrès que certains politiques et scientifiques, de triste mémoire, poussent l'expérience au-delà du soutenable. C'est l'eugénisme et la recherche de l'enfant parfait. Une mémoire triste, mais courte. Lorsqu'en 1997, le monde découvrait l'existence de Dolly, premier animal cloné, une brebis, la communauté humaine, et en particulier scientifique, se mit à rêver des lendemains qui chantent. De l'animal à l'homme, il n'y a qu'un pas, un homme que l'on pourrait améliorer à bien des égards, notamment sur le plan génétique. Une voix dissonante s'est alors élevée contre le clonage humain, la vôtre, Axel Kahn, au double motif que ce n'est moralement pas acceptable et que, quand bien même, la complexité du processus le rend en réalité techniquement inenvisageable. Vous considérez le clonage comme une atteinte à la dignité humaine, et cette prise de position vous a valu bien des critiques. Poursuivant votre réflexion sur le lien entre recherche scientifique, morale et éthique, vous avez publié en 2007 un ouvrage absolument remarquable intitulé « Un type bien ne fait pas ça », sous-titré « Morale, éthique et itinéraire personnel ». Le voici. Personne ne peut quitter cette salle sans m'avoir fait la promesse solennelle de lire ce livre. Il transformera votre vision des questions contemporaines, à n'en pas douter. J'y reviendrai. Vous y exposez votre philosophie de la vie et de la recherche scientifique, développant une analyse multicritère autour de notions de vivre ensemble, de solidarité et surtout de réciprocité. À travers cette grille, vous examinez de nombreuses questions de santé publique, mais pas seulement, ainsi du port de la burqa et du sens que revêt aujourd'hui notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Dans cet ouvrage, vous faites la démonstration d'une capacité d'introspection rare, en ce sens que peu de personnes sont capables de porter un jugement aussi honnête sur leur trajectoire personnelle et ses fondements. Avant de vous laisser la parole, cher invité, je voudrais rappeler à l'auditoire deux références incontournables pour qui s'intéresse au scénario possible des manipulations génétiques. Il y a le film Bienvenue à Gattaca, réalisé en 1997 par Andrew Niccol, et Comment l'éviter, le roman prophétique et d'anticipation de l'écrivain anglais Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. La version anglaise de l'ouvrage, parue en 1932, comportait un épigraphe en français, je cite « Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante, comment éviter leur réalisation définitive ? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, un siècle où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Cette citation d'un philosophe russe, Nicolas Berdiev, n'est pas très éloignée des mises en garde que vous adressez à vos contemporains. Le progrès n'a de valeur que s'il est au service des hommes. Votre éthique personnelle, comment bien agir, est pour chacun à la fois une hygiène intellectuelle et une invitation à prendre ses responsabilités. Au chapitre des responsabilités, permettez-moi de vous citer, toujours dans cet ouvrage, vous écrivez, page 59, « On est responsable de sa propre vie, mais aussi du monde qui se construit autour de vous, car celui-ci ne s'édifie pas indépendamment de la volonté humaine. » Pour conclure cette introduction, je ne sais pas si vous êtes un type bien, cher Axel Kahn. Mais si l'on croit avec André Malraux qu'un homme est la somme de ses actes, rien d'autre, alors il apparaît surtout que vous êtes un type formidable. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ici ce soir, et nous promettons de ne pas penser à vous cloner.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le parrain de l'association, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Messieurs les professeurs de l'école, Mesdames, Messieurs les élèves. On est une date évidemment très particulière dont je partirai pour développer mon propos. Nous sommes le 11 septembre. 11 septembre envoie avant tout le plus près de nous à la chute des tours jumelles, à l'attentat du World Trade Center. Il renvoie également au 11 septembre 1973, au coup d'État contre Salvador Allende au Chili. Ce dont je vais parler, c'est de l'épisode le plus récent, celui de l'attentat de New York, de Pennsylvanie et de Washington. Je considère qu'il introduit merveilleusement bien mon propos et d'ailleurs notre interrogation à toutes et à tous. Parce que ces 19 jeunes hommes qui s'étaient préparés puis avaient réussi à scratcher leurs avions, 3 fois en tout cas, sur des bâtiments publics, en entraînant des dégâts considérables et au total 3000 morts, dont eux-mêmes, n'étaient pas simplement des fanatiques ignorants, c'étaient des jeunes hommes qui, dans leur pays, avaient été à l'école, avaient été l'équivalent du lycée, puis ensuite avaient été dans des grandes universités européennes et faisaient partie, incontestablement, de la jeunesse éduquée, cultivée de ces pays. Et néanmoins, cet accès qu'ils avaient eu au savoir, y compris au savoir universitaire dans nos grandes universités européennes, n'avait pas suffi à faire d'eux des amoureux généreux du genre humain, puisqu'ils avaient choisi de mourir en entraînant dans leur mort 3000 personnes qui, compte tenu des gens qui travaillaient, notamment dans les tours jumelles, venaient à peu près de toutes les régions du monde. Qui ne voit qu'il y a là une contradiction énorme entre cet événement qu'on a tous vécu en direct pratiquement et l'extraordinaire foi, passion des femmes et des hommes de progrès qui ont construit notre Europe et le monde. Victor Hugo disait « Chaque fois que l'on ouvre la porte d'une école, on s'apprête à fermer une prison. On ne peut pas écarter cette conviction généreuse et pourtant, nous savons que c'est moins simple. Depuis, on a ouvert énormément de portes d'école, mais on n'a pas vraiment fermé beaucoup de prisons, on en a même construit beaucoup de nouvelles. Quelle déception par rapport à la foi des femmes et des hommes de progrès. Je me rappelle également, car je lisais il y a une dizaine d'années de cela, le compte-rendu qui avait été republié des minutes de son procès. Le procès de la communarde Louise Michel, une institutrice socialiste qui avait pris fait et cause en 1871 pour la commune de Paris, une communarde, s'était battue pendant la semaine sanglante. Son compagnon y avait été tué et elle-même faite prisonnière et envoyée en déportation en Nouvelle-Calédonie. Et là, elle est jugée par le tribunal. Et dans un long monologue, elle indique ce que sont ses convictions. Et sa conviction centrale est proche de celle du père Hugo. Elle dit, voilà, grâce à des femmes et à des hommes généreux comme moi, j'essaye de l'être, qui allons porter
le progrès de la connaissance partout, dans les faubourgs, dans les cités, dans les endroits déshérités. La lumière de la connaissance va donner aux femmes et aux hommes le moyen de se saisir de leur présent et de bâtir leur avenir, et de se préparer par conséquent des lendemains qui, sinon chantent, au moins seront mieux assurés que leur présent. Cela n'était pas une conviction et une foi tout à fait extraordinaire, je vous l'ai dit. C'est cette foi-là qui a construit nos pays. Et pourtant, cette foi-là va, avant même le 11 septembre, va buter sur le siècle prodigieux et le siècle terrible qu'est le XXe siècle. Tout d'abord, définissons un peu, précisons le sens que je donne au progrès dont je parlerai. Cette foi pour le progrès, au nom de laquelle on a par conséquent construit nos nations. C'est Condorcet qui le définit le mieux. Il dit qu'il s'agit du pas avec fermeté et sûreté de l'humanité sur la route de la vérité, du bonheur et de la vertu. Et Sartre, je crois, définira ce progrès-là comme la notion d'une progression continue vers un terme idéal. Cette idée du progrès est que, grâce à l'intelligence humaine, et en particulier à la manière dont l'intelligence humaine conduite à l'activité scientifique et technique, chaque jour, les femmes et les hommes pourront progresser dans leur connaissance et leur pouvoir technique, dans leur prospérité, et que ce progrès des connaissances, ce progrès technique, ce progrès économique est garanti de progrès pour l'homme. Ce que l'on appelle le progrès, que l'on écrit alors volontiers avec un grand P, c'est cette conviction-là. Cette conviction-là, qui emporte encore au début du XXe siècle, par exemple, sans difficulté l'adhésion de l'immense majorité des citoyennes et des citoyens. Le XXe siècle, vous ai-je dit, est un siècle qui, d'une part, témoigne de la force du concept, mais également de son échec, jusqu'à ce 11 septembre du début du XXIe siècle. Le XXe siècle, c'est évidemment le siècle prodigieux qui commence, qui est préparé par le XIXe, le pasteurisme, la découverte des causes des maladies infectieuses, la sepsie, l'antisepsie, la diminution de la mortalité infantile, puis les progrès médicaux, et puis les progrès de l'information, les progrès des véhicules, les progrès de l'aviation, les progrès dans tous les domaines, les progrès aujourd'hui des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui fait notre présent. C'est vraiment un siècle prodigieux quand on pense aujourd'hui que nous pouvons, et que si jamais il y a une retransmission en ligne, quelqu'un dans un coin perdu de République centrafricaine, pour peu qu'il ait de quoi recharger les batteries de son appareil, peut suivre en direct mon propos, ou bien le retrouver sur ordinateur demain, que n'importe qui peut échanger dans le monde entier, qu'aujourd'hui il existe des engins, un engin déposé sur Mars qui a commencé à explorer la planète, à échantillonner l'atmosphère, à échantillonner le sol, à l'analyser pour nous donner des renseignements tout à fait fantastiques. On voit bien qu'en effet, le XXe siècle est un siècle où le progrès a fleuri. Mais le XXe siècle n'est pas que cela, naturellement. C'est le siècle de 2 guerres mondiales qui ont utilisé toutes les ressources du progrès technique pour améliorer considérablement la capacité de détruire et de tuer l'autre.
massivement, et j'y reviendrai. C'est le siècle de 3 génocides. C'est le siècle, tout à l'heure dans la présentation, votre camarade en a parlé, d'Hiroshima, de Nagasaki. C'est le siècle de Tchernobyl, de Fukushima, de la pollution, des inquiétudes sur la pérennité, la durabilité de l'environnement, c'est-à-dire de notre angoisse. Est-ce que nous allons, compte tenu de l'excès d'un pouvoir que nous n'avons pas maîtrisé, est-ce que nous allons léguer aux générations futures une terre compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine? Cette question-là commence à se poser clairement également dans ce siècle merveilleux du progrès des techniques, de la médecine, des connaissances, des possibilités en tout genre. D'ailleurs, le XXe siècle, que certains, je ne sais pas si Pascal Boniface a repris cet élément d'analyse, mais vous savez sans doute, vous avez entendu parler de cela, que certains historiens, considérant un siècle historique et non pas un siècle chronologique, proposent que la typicité du XXe siècle débute avec la Grande Guerre de 14-18 et la Révolution d'octobre et se termine avec la chute du communisme. Donc, un siècle réduit de 14-17 à 1989. Revenons au début, car il y a un épisode qui nous donne déjà un élément fondamental de compréhension de ce qu'il y avait peut-être de naïf dans l'optimisme du progrès. C'est un événement qu'il faut que vous vous rappeliez et qu'il faut que vous contiez à vos enfants plus tard, car il est fondateur de la réflexion. Il concerne un homme et une femme, très remarquables l'un et l'autre. Un prix Nobel allemand, Fritz Haber. Fritz Haber a eu le prix Nobel de chimie en 1918, quoique le prix Nobel ne lui soit remis qu'en 1919, compte tenu des circonstances de la guerre, pour une découverte fondamentale dont les conséquences sont effectivement bien heureuses. C'est lui qui, dans les années entre 1907 et 1909, en coopération avec l'industrie chimique allemande, a réussi à transformer l'azote gazeux de l'atmosphère en sels d'ammonium, qui sont un élément fondamental d'amendement des sols et donc en moyenne de multiplication par 3 de la production végétale. Alors évidemment, les engrais azotés ont également leur nuisance de minéralisation des sols, voire d'explosion. Peu après le 11 septembre, on se rappelle que ce sont des sels d'ammonium, du nitrate d'ammonium qui a explosé à Toulouse. Mais cette découverte chimique est extrêmement importante. Et en tant qu'elle a permis de multiplier par 3 la productivité végétale, elle a sans doute sauvé de la mort par inanition des centaines de millions d'humains. Et donc Fritz Haber a mérité le prix Nobel. Mais Fritz Haber n'est pas que cela. Aucun d'entre nous, d'ailleurs, scientifique ou économiste, n'est que l'économie qu'il pratique, n'est que la science qui l'enrichit. Il est également une femme, un homme dans sa société avec ses choix, ses engagements. Et Fritz Haber, qui est un juif converti au protestantisme, plus prussien que les Prussiens ariens, grand avec son monocle, hautain, sexiste. Fritz Haber est un grand patriote allemand. Et donc il veut, qu'il le lui reprocherait, il veut aider au succès des armes du Reich, avec sa spécificité de chimiste. C'est lui qui, en 1915, et c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité,
en 1915, fait disposer des milliers de bouteilles de chlore sur le front d'Ypres, où s'opposent les armées alliées et les armées du centre, des nations du centre, des forces centrales. Et profitant de ce que le vent souffle vers les troupes alliées anglo-américaines, il fait déboucher ces bouteilles de chlore de telle sorte que le nuage vert se répande sur les troupes alliées, tue des milliers de personnes et inflige des dégâts pulmonaires irréversibles à beaucoup d'autres. Afin de le féliciter de ce haut fait d'armes, le haut état-major allemand décide d'une sorte de partie en son honneur. Juste avant qu'il n'aille mener la guerre chimique avec les gaz sur le front russe. Fritz Haber s'est marié à Clara. Clara est une chimiste elle aussi, et c'est même la première docteure ès sciences de sa ville. Et une chimiste de talent qui a beaucoup aimé Fritz au début de leur relation. Mais ce Prussien de cœur, hautain, force de plus en plus Clara à abandonner son métier, à rester à la maison, à s'occuper de sa vie mondaine, à participer à sa gloire, à s'occuper de l'enfant unique qu'ils ont. Leur ménage n'est pas heureux. Et le soir de cette soirée, de cette partie en l'honneur de Fritz, une dispute terrible éclate entre Fritz et Clara. Clara, autant qu'on le sache, il n'y avait pas de témoin, reproche amèrement à Fritz d'utiliser le pouvoir de la science, non pas pour aider et sauver les hommes, mais pour les menacer et les tuer. Elle dit à Fritz que telle n'est pas sa vision et de la science et de son rôle. Fritz est un patriote allemand. Il ne veut rien entendre. La dispute apparemment est vive. Ils se séparent. Après le départ de son époux, Clara saisit son pistolet d'ordonnance et se tue. Fritz ne s'arrête pas, il part sur le front russe et c'est leur fils commun qui se suicidera lui-même ultérieurement, qui trouve sa mère baignant dans son sang au petit matin. Fritz Haber, bienfaiteur de l'humanité et inventeur de la guerre chimique, deux personnalités. Personnalité d'ailleurs singulière pour Fritz, car il ne veut pas en rester là. Et c'est lui qui, en 1916, proposera d'utiliser à la place du chlore, qui a des inconvénients, le phosgène qui existe déjà. Il est nommé d'ailleurs chimiste en chef de l'armée allemande. En 1917, ce sont ces équipes qui synthétisera l'hypérite, grand gaz de combat utilisé par toutes les armées, celle de l'Axe, celle des puissances centrales, l'Axe et la guerre de 40, et celle des troupes alliées franco-anglaises. Et en 1918, les équipes de Fritz Haber, dépendant de l'armée, synthétiseront un nouveau gaz qui est le Zyklon B. Mais comme c'est l'armistice, 11 novembre 18, le traité de Versailles, l'Allemagne n'a pas le droit de continuer, évidemment, de mener des recherches sur les armes chimiques, sur les gaz de combat, mais de toute façon, on n'a pas le droit de mener de recherche sur l'armement, ça ne durera pas longtemps, vous savez. Il n'empêche que Fritz continue à développer son gaz, le Zyklon B, comme un insecticide. Et lorsque le chancelier Hitler arrive au pouvoir en 1933, il est concerné, il est juif. Il n'est pas concerné par la première vague de licenciement de l'université, mais néanmoins, il quitte l'Allemagne et il mourra en Suisse. Il avait été invité par les Anglais à mettre son talent dans la fabrication des gaz de combat au service de l'Angleterre. Il n'y arrivera pas. Et il ne verra pas que sa dernière invention, le Zyklon B, sera utilisé pour gazer des millions et des millions de ses coreligionnaires juifs dans l'Allemagne nazie. Donc,
Le progrès dont je vous ai parlé a comme moteur essentiel l'intelligence humaine, la science et la technique, deux visages de l'intelligence humaine, de la science et de la technique. Le visage emprunté par Fritz Haber, bienfaiteur de l'humanité, inventeur des engrais azotés, et le visage emprunté par Fritz Haber, criminel de guerre. Mais c'est le même homme, bien entendu. On pourrait dire également deux visages, et je ne vais pas généraliser. Il se trouve que là, l'un est masculin, Fritz, et l'autre est féminin, Clara, quant à la vision, à l'utilisation de la science. Donc ce XXe siècle nous montre de manière tangible ce que nous avions été amenés à nous dire à l'observation atterrée des événements du 11 septembre. C'est-à-dire que, sans doute, quelque chose avait cloché dans cette merveilleuse énergie insufflée par l'optimisme du progrès chez les femmes et les hommes. Et ce que je me propose avec vous, c'est d'essayer d'identifier ce qui a cloché. Pour ce faire, j'ai besoin de remonter en arrière. J'ai besoin de remonter aux sources de la constitution de cette idée de progrès, assez rapidement. Je le ferai en plusieurs périodes. Le progrès dont je parle, vous l'avez compris, est celui qui est lié aux connaissances objectives, à la science et à la technique. La science n'a pas toujours existé dans l'histoire de l'humanité, bien entendu. La science est relativement récente. Homo sapiens est apparu génétiquement il y a 200 000 ans. On le retrouve un peu partout sur la Terre à partir d'il y a 70 000 ans. La science, l'invention de la science, n'a pas plus de 5 000 ans. Pas beaucoup plus en tout cas. La première fois que l'on a la démonstration de ce que des humains utilisent cette activité mentale rationnelle dont le but est de connaître les lois de la nature et de s'énoncer sous une forme qui, parce qu'elle est rationnelle, peut être aussi bien confirmée ou infirmée, c'est la science dont je parle, c'est par l'intermédiaire de tablettes d'argile mésopotamiennes qu'on en trouve la démonstration. Car ces tablettes d'argile, sans doute des exercices donnés aux élèves d'il y a 5000 ans, près des cités d'Uruk ou d'Ur, dans Mésopotamie, portent résolution d'équations du premier degré, de deux équations du premier degré à deux inconnues. Ce qui est par conséquent une activité éminemment rationnelle, et poser cela à des écoliers indique que l'on a inventé la démarche qui est la démarche scientifique. Mais on n'a pas d'autre élément car les écrits de l'époque, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie, ne discourent pas de la spécificité intellectuelle de la science. Les premiers qui en parlent et qui inventent les images classiques de la logique, le syllogisme, le paralogisme, le sophisme, c'est évidemment les Grecs, inventeurs du logos grec. Donc, constitution du progrès, la science 5000 ans, puis ensuite la réflexion des Grecs sur le logos grec. Il y a, on va dire, 2800 ans, 3000 ans. Les Grecs inventent également une question fondamentale qui est au cœur de ce dont je vais vous parler et qui devrait être au cœur de la réflexion de chacun d'entre nous. Quel rapport y a-t-il entre la vérité objective, celle que s'efforce de connaître la science, et le bien? C'est une question compliquée. Est-ce que l'accès aux connaissances aboutit au bien? Si l'accès aux connaissances aboutit au bien, l'optimisme du progrès était justifié, puisque l'on devait s'attendre à ce que l'accroissement des connaissances et des techniques
aboutissent également à l'accroissement de la sagesse humaine. C'est l'objet d'un très célèbre débat philosophique au IVe, Ve siècle avant notre ère, dont on trouve écho à travers les dialogues philosophiques dans lesquels Platon met en scène son maître Socrate. Donc on va faire porter cela, on va dater cela de la période socratique. Socrate est totalement persuadé que seule l'ignorance peut conduire au mal. Celui qui connaît la vérité ne peut que choisir la voie du bien, alors que son adversaire, un espèce de professeur d'éducation civique, qui se fait payer très cher en enseignant les vertus civiques aux futurs édiles des cités grecques, le sophiste Protagoras, indique que, selon lui, il n'en est rien. Et que certes, il y a une légitimité à la démarche scientifique, à la connaissance objective de la vérité, mais que ça ne suffit pas. Et qu'il y faut autre chose. Et pour expliquer son point de vue, il réassaisonne à sa sauce le mythe de Prométhée. Prométhée a volé le feu divin qu'il remet aux hommes, qui sans cela allaient être balayés de la terre, tout nus et faibles qu'ils étaient. Et donc Prométhée donne aux hommes, avec le feu divin, donne la science et la technique, la forge, la métallurgie, la capacité de fabriquer des armes. Et dit Protagoras, néanmoins les hommes vont disparaître de la surface de la terre, car ça ne suffit pas. En effet, ces hommes utilisent d'abord ces armes pour s'entretuer. Quand il n'en reste plus que 3, 2 se liguent contre un qu'ils tuent, et les 2 survivants s'entretuent. Et c'est Zeus qui sauve la situation en demandant à son messager céleste, aux chevilles ailées, Hermès, d'aller porter à l'homme ce dont il a besoin, outre la science, pour survivre. De quoi a-t-il besoin, Dieu des dieux? Il a besoin de Dike Aidos, la prudence, la sagesse, la solidarité. Ah bon, Dieu des dieux, mais à qui vais-je remettre Dike Aidos? Quand tu m'as demandé de conférer à l'homme le pouvoir de guérir, c'est aux médecins que je l'ai conféré, pas aux autres. Et le pouvoir de fabriquer des maisons aux architectes, pas aux autres. Qui a besoin de Dike Aidos? Et Zeus répond, il n'y aura pas de cité ni de communauté humaine sans que chaque homme ait accès à Dike Aidos, c'est-à-dire à la réflexion, à la sagesse, à la prudence, à la solidarité, à la justice. Tout à l'heure, vous citiez Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Bien évidemment, 18 siècles après Socrate, lorsque Rabelais dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », il se range carrément du côté de Protagoras. L'homme, pour survivre, a besoin de la connaissance et de la science, mais ça ne suffit pas. Il a besoin d'autre chose, que les Grecs, par conséquent, définissaient par ces 2 mots grecs, Dike et Aidos. Cela dit, ce n'est pas les Grecs qui inventent le progrès, car pour les Grecs, la civilisation grecque est indépassable et donc ne peut pas progresser. Ce n'est pas les Romains, naturellement, qui chercheront à retrouver l'harmonie grecque. Ce n'est pas la scolastique moyenâgeuse qui ne cherchera surtout pas à dépasser l'enseignement des grands maîtres et grands-pères de l'Église. Ce n'est même pas les renaissances islamo-andalouses, puis renaissances italo-européennes qui inventent le progrès, qui réinventent le progrès, parce que, alors même qu'ils progressent naturellement considérablement, leur pensée, à eux aussi, comme le nom l'indique, est de retrouver la magnificence de la civilisation antique, gréco-latine. Le progrès renaît au XVIIe siècle. Et je vais vous faire toucher du doigt très rapidement sa constitution à travers simplement 3 citations qui s'échelonnent dans les premières décennies du XVIIe siècle.
Avant 1610, un philosophe chancelier, donc homme politique et scientifique un peu anglais, énonce ce qui pour nous est une banalité extrême: le savoir est pouvoir. Le savoir est pouvoir. Auparavant, jamais, l'homme n'avait pensé que la raison d'être du savoir était d'augmenter son pouvoir. Cette fois-ci, clairement, on assigne à la connaissance et à ce qui en découle l'objectif d'augmenter le pouvoir humain. Quelques années après, notre René Descartes national ajoute: le savoir est pouvoir pour l'homme, vous y faisiez allusion, de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Le savoir est pouvoir pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, encore quelques années après, quelques décennies après, le grand mathématicien, croyant, chrétien, janséniste, philosophe, Blaise Pascal, nous propose, et là encore nous n'en doutons guère, toute la suite des hommes depuis le cours de tant de siècles est comme un seul homme qui vit toujours et qui apprend continuellement. Vous mettez ensemble ces trois citations. Le savoir est pouvoir, pour l'homme de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, le savoir est infiniment cumulatif, puisque toute la suite des hommes est comme un seul homme qui apprend toujours et qui vit continuellement. C'est-à-dire que toute la suite des hommes sera de plus en plus puissante et aura une maîtrise croissante sur la nature. La construction de l'idée de progrès, c'est ça. Mais pas encore l'optimisme du progrès, parce qu'à dire vrai, Francis Bacon lui-même est assez prudent. Et c'est vraiment au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, que la juxtaposition de l'optimisme socratique, la vérité conduite au bien, qui fait naître le progressisme que je vous ai conté, s'édifie une forme de sophisme, car c'est un sophisme, selon lequel, bien évidemment, la connaissance est préférable à l'ignorance. La lumière de la connaissance, vraiment, est autrement désirable que l'obscurantisme, la nuit de l'ignorance. Or, cette connaissance conduit à toujours plus de pouvoir. En tant que la connaissance est bonne, le pouvoir qui en découle doit être bon lui aussi. Et on en arrive par conséquent à cette définition du progrès telle que je vous l'ai proposée, cette marche d'un pas ferme et sûr de l'humanité sur le chemin de la vérité, du bonheur et de la vertu. Condorcet. Voilà, vous savez en tout cas d'où naît cette idée forte qui va construire notre monde. D'ailleurs, mon ami Pascal Boniface aurait pu vous en parler. D'ailleurs, cette idée est tellement forte qu'elle va jouer un rôle géopolitique absolument considérable. En effet, à partir de ce moment-là, le monde va se diviser entre ceux qui adoptent cette logique, ce système de développement, et les autres. Ce système de développement est d'une incroyable efficacité, car en effet, la connaissance aboutit à des techniques, ces techniques surtout au XIXe siècle, mais déjà au XVIIIe, avec les grands progrès dans la navigation, le commerce, aboutit au progrès économique, au progrès du doux commerce, c'est-à-dire à la prospérité des nations. Cette prospérité des nations augmente la puissance, augmente la possibilité de mettre des moyens dans la recherche et la technique, qui augmente la puissance et la prospérité, etc., etc. Et c'est un mécanisme auto-amplificateur qui est ce que vous connaissez bien, en réalité. Ce système est d'une telle efficacité qu'entre l'Europe, qui assigne à la connaissance ce but d'augmenter le pouvoir,
Et les autres civilisations qui ne le font pas, y compris d'ailleurs l'islam. L'islam avait beaucoup d'avance au 9e, 10e siècle sur l'Europe chrétienne. Considérable avance. Mais pour l'islam, la science est le moyen de s'approcher de la magnificence de Dieu. Certainement pas de le défier en acquérant une partie de ses pouvoirs. C'est inimaginable. Et donc, l'on va voir progressivement s'établir un nouvel équilibre des forces. Et cet équilibre des forces, d'ailleurs, va suivre la conversion progressive au XIXe siècle. Ça commence par le Japon, puis au XXe siècle, les autres nations d'Asie, de ces pays à cette logique du progrès. C'est donc un élément absolument fondamental pour comprendre le monde, pour comprendre l'évolution du monde. Donc, cette efficacité du mécanisme du progrès qui fonde ce que vous apprenez sans doute à l'école, c'est-à-dire la civilisation occidentale libérale de progrès. La civilisation occidentale libérale de progrès, qui, dans le domaine de l'économie, va être théorisée par Schumpeter, par exemple, dans notre siècle. C'est l'innovation qui crée de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives, qui donne à la fois le moyen de surmonter les crises, qui les explique également, et qui, d'après Schumpeter, explique que le pessimisme, ou du moins les arguments du pessimisme d'un Karl Marx quant à l'évolution du capitalisme, ne se produiront pas en fonction de ces mécanismes, car l'innovation technique et scientifique débouchera toujours sur des grappes d'innovation qui aboutiront à l'augmentation de la prospérité, de la puissance, etc., etc., etc. Donc, cette civilisation occidentale de progrès est d'une efficacité à nulle autre pareille. Elle amène les pays qui en décident à conquérir le monde, aucun doute. Une question plus compliquée, c'est est-ce que cette efficacité, en effet, assure la même efficacité pour augmenter le bonheur humain? Car dans l'idée de progrès avec un grand P, il n'y a pas simplement la somme du progrès des connaissances, du progrès des techniques, du progrès de la prospérité, il y a aussi la notion d'un progrès pour l'homme. Alors là, la question, évidemment, est plus compliquée. Le XXe siècle en témoigne. Le XXe siècle confirme incontestablement l'efficacité à nul autre pareille de la logique de la société libérale occidentale de progrès. En revanche, si l'on interroge aujourd'hui les adultes, alors je ne sais pas ce que ça donnerait ici, mais en tout cas c'est très net dans tous les sondages, dans l'immense majorité des pays du monde, et que l'on demande aux adultes, est-ce que vous pensez que nos enfants vivront mieux ou moins bien que nous? Pour la première fois depuis 3 siècles, ils sont une majorité à être persuadés que nos enfants vivront moins bien que nous. Ce qui est une totale négation, bien évidemment, de l'optimisme du progrès. Une totale négation. Et c'est là où il me faut trouver un diagnostic. Si je veux avec vous, qui serez aux affaires demain, si je veux que, à notre modeste place, nous contribuions à inverser cette logique, il faut que nous comprenions pourquoi cela a coincé en quelque sorte, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est un postulat qui est rien moins que sûr. Ce postulat est que l'homme de plus en plus savant, de plus en plus puissant et de plus en plus riche sera aussi un homme de plus en plus juste et de plus en plus sage. Car pour que, effectivement, l'accroissement des connaissances de la technique et de la richesse assure non seulement la prospérité, mais également le bonheur des nations et des peuples, il faut qu'il en aille ainsi. Essayons de nous demander quels seraient les mécanismes qui pourraient l'expliquer. Condorcet, qui avait bien vu la difficulté, avait proposé, ce n'était pas vraiment un déiste lui, il avait proposé que le
corpus des connaissances et des techniques était profondément civilisateur et que chaque génération, génération après génération, au contact de ce corpus accumulé par les générations précédentes, augmenterait non seulement sa connaissance, mais également son niveau de sagesse. Et si c'était vrai, évidemment, on pourrait escompter que l'optimisme du progrès soit licite. Voyons voir si c'est vrai. En fait, si je vous parlais de la génétique du clonage, du séquençage de l'ADN, ou bien si l'on vous parle des fusées, si l'on vous parle de la connaissance des planètes, peu importe, on voit très bien que l'avancée des connaissances et des techniques est tellement importante que des références à des travaux anciens, qui ont plus de quelques dizaines d'années, ne gardent plus qu'un intérêt historique, mais non plus vraiment d'intérêt scientifique. En effet, ce mécanisme auto-amplificateur du progrès fait que tout ce qui est très ancien devient vite insignifiant. En revanche, maintenant, il n'y a pas longtemps encore, vous étiez en terminale ou en prépa, vous avez encore fait un peu de philo, vous vous y intéressez. En revanche, si on s'interroge aux bases, aux références de la justice, de la beauté, de la bonté, du bien, du mal, de l'amour, de la haine, ne sont pas des choses négligeables après tout, ça compte aussi. Alors, ce qu'en disent les modernes est certainement important, et on a tout à fait intérêt à lire Habermas, à lire Heidegger pour le critiquer si vous voulez, ou Nietzsche, ou Hegel, ou Marx, ou Kant, Spinoza, etc., etc. Mais la richesse de ce que nous apporte Aristote ou Platon n'est pas tellement inférieure, en fait. Donc on se trouve avec deux types de connaissances et d'activités intellectuelles. L'une qui est tellement évolutive que tout ce qui est ancien devient insignifiant, et l'autre qui est si peu évolutive que ce qui a 3000 ans a presque la même signification et la même importance que ce qui a 10 ans. Ce qui montre que, très clairement, l'idée selon laquelle l'homme de plus en plus savant, puissant et riche n'est malheureusement pas de plus en plus sage, en moyenne. En tout cas, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Fritz Haber montre bien pourquoi, d'ailleurs. Fritz Haber est un homme qui a une très grande intelligence, un très grand savoir, une très grande technique. Mais c'est un homme libre. Il est libre de ses choix. Il est patriote allemand. C'est son choix. Et il est libre. Et un homme libre, et nous revendiquons notre liberté, pourra toujours utiliser la puissance qu'il conquiert au profit ou au détriment des siens. C'est le prix à payer de la liberté. Par conséquent, l'espèce d'automatisme de la pensée du progrès, comme conduisant à une amélioration du sort de l'humanité, en effet, était assez naïve et en effet explique le caractère pour le moins contrasté de ce superbe et de ce terrible XXe siècle. Quel est l'élément qui manque dans cette vision du progrès? Et tout à l'heure, dans le dîner-débat qui suivra, je l'aborderai aussi au niveau de la crise économique. Les deux sont très liés, à dire vrai. C'est un élément qui est totalement essentiel, qui est celui de la finalité. C'est-à-dire que si la proposition est, quand on considère la multiplicité des épreuves auxquelles l'humanité est confrontée, des périls qu'il faut arriver à surmonter, des besoins qu'il faut satisfaire, il n'y a pas de doute que la connaissance est utile, que la technique est extrêmement utile,
et que les moyens financiers sont extrêmement utiles. Il n'y a pas de doute. Cela étant dit, dire qu'ils sont utiles ne signifie pas qu'ils vont être utilisés pour cela. Ils ne vont être utilisés pour cela que si tel est le dessein que l'on se fixe. C'est-à-dire que la seule possibilité de refonder un optimisme du progrès et d'y introduire ce qui n'y a jamais été introduit, c'est-à-dire une finalité humaniste explicite, et transformer en quelque sorte le propos, qui est d'indiquer que, outre le fait que c'est un droit essentiel de l'homme que celui d'accéder à la connaissance, que cette connaissance peut, entre les mains de femmes et d'hommes habiles, aboutir à l'amélioration des techniques et que ces techniques peuvent permettre de conquérir des marchés, de développer un business, par conséquent, stimuler considérablement la production, la productivité, trouver des créneaux et créer un succès économique, que tout cela donne des moyens. Encore faut-il indiquer ce dont ce sont les moyens. Or, ce qui est très singulier dans le discours, j'imagine que, pas forcément à l'école, mais peut-être aussi à l'école, car dans toutes les écoles de commerce, c'est un peu pareil. Assez souvent, quand on indique ce que sont les raisons d'être de ce que vous apprenez à faire aussi bien, c'est-à-dire in fine, dans votre cas, le succès économique, on voit bien combien ce succès économique, il est fondamental. Il est fondamental, en effet, pour assurer la pérennité d'une entreprise, pour assurer la solidité d'une position qui est prise, pour prendre de nouvelles positions. C'est-à-dire, entre autres termes, le discours devient autoréférentiel. Je veux dire par là que l'innovation débouche sur la technique et sur la prospérité. La prospérité va permettre par conséquent aussi de développer l'innovation, c'est très important afin d'accroître la technique et la prospérité. Mais que ces moyens que sont la technique et la richesse sont des moyens de s'auto-amplifier, ce qui est absurde, réellement, si on ne décrit pas très clairement quelle est l'utilisation que l'on fait de ces moyens pour aboutir à la satisfaction, seule condition de l'optimisme du progrès, à la satisfaction des besoins, non seulement d'ailleurs les nôtres, nos enfants, mais également de ces générations futures auxquelles il convient de léguer un monde, une société, compatible avec l'épanouissement d'une vie authentiquement humaine. Donc je suis progressiste, réellement, mais un progressiste volontariste. Je vous remercie. Merci Axel Kahn pour cette présentation brillante et pleine de hauteur de vue. Donc je ne vous présente pas les deux étudiants qui sont Hamza et Raja, qui vont donc vous poser quelques questions et puis ensuite on passera aux questions de la salle. Raja. Bonsoir Monsieur Kahn. Bonsoir. Bonsoir Raja. Alors, en tant que médecin, généticien, homme politique... Je ne suis pas un homme politique. Ce n'est pas parce que j'ai mené une campagne électorale que je suis un homme politique. Voilà. Ma profession n'est pas d'être homme politique. Alors, je reprends ma question. En tant que médecin, généticien, comment considérez-vous les rapports qu'entretiennent le législateur, le citoyen et l'expert scientifique sur les questions bioéthiques ? C'est une question très, très compliquée, très fondamentale. J'ai peur que le législateur aujourd'hui se sente en quelque sorte dépossédé de la possibilité de justifier ses décisions s'il ne les fait pas reposer sur l'évidence d'une expertise. En d'autres termes,
système politique, la Chambre des députés, va décider que l'on mène ou que l'on ne mène pas une entreprise industrielle de développement, que l'on autorise ou qu'on n'autorise pas une innovation. Il y a beaucoup d'arguments pour décider. Un des arguments est du domaine d'abord de la science. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas sûr? Un autre est du domaine de l'économie. Est-ce que ça a un intérêt économique ou est-ce que ça n'a aucun intérêt économique? Et on voit très bien qu'il y a un élément d'expertise scientifique, technique, un élément d'expertise économique. Et le troisième élément est un élément, on va dire, pas d'expertise, mais de sentiment moral. Si c'est économiquement rentable potentiellement, et si c'est techniquement faisable, est-ce que c'est souhaitable? On sait très bien que tout ce qui est rentable et faisable n'est pas souhaitable. Je veux dire que si demain je me mets à Nantes à vendre, on en vend en sous-main, mais si moi je me mets à proposer dans un magasin à vendre des kalachnikovs extrêmement perfectionnés de manière à ce que le débit de tir soit augmenté, ou alors d'autres armes de ce même type, eh ben, je peux améliorer ces armes, je peux les vendre, j'aurai un marché, et néanmoins la société va me l'interdire. Donc l'exemple est tout à fait considérable de ce que la décision politique à un moment donné ne va pas totalement se baser sur l'expertise. Cela étant dit, c'est compliqué pour l'homme politique à un moment où on conteste la légitimité du politique. Le fait de déférer l'autorité à un politique est aujourd'hui dans notre société une question qui est très fortement remise en question. Et le fait est que je l'ai vécu comme expert à tous les niveaux, pas économiques, mais encore que j'ai été à l'Office européen des brevets et j'ai été le président du conseil scientifique de la Société Générale Asset Management dans ses investissements en biotechnologie, donc y compris je me suis trouvé dans le domaine économique. Le politique est incapable de justifier un choix, même démocratique, s'il ne le fait pas reposer sur l'évidence de telle ou telle expertise. Cela étant dit, bien souvent, il a des préférences. Et on aboutit ici à un jeu qui est compliqué. C'est-à-dire que le politique, et par ailleurs des groupes de pression, vont tendre à plier l'expertise de telle sorte que cette expertise dont ils ont besoin aille dans le sens qu'ils désirent, afin de leur permettre de faire ce qu'ils ont décidé de faire. Si bien qu'on vit dans un monde qui est très compliqué, c'est que l'on voit très bien qu'on ne peut pas se passer d'expertise, mais l'on voit très bien également que l'instance qui devrait normalement, à partir de la somme de ces expertises, décider au nom de la société de ce qu'il convient de faire, cette instance se sent relativement impuissante pour ce faire, créant une espèce de couple très ambigu et souvent très vicieux entre l'industriel, l'expert, le scientifique, le décideur politique. Donc nous sommes dans une société où l'expertise est centrale, mais elle est certainement en crise. Ce que vous nous décrivez, c'est une absence d'objectivité ou un manque d'objectivité. Est-ce que vous voyez une solution dans l'organisation de nos sociétés qui nous permettrait d'avoir une expertise qui soit hors des enjeux économiques et politiques ? Alors on peut améliorer l'expertise, naturellement. On ne peut pas faire en sorte qu'un expert ne soit pas une femme ou un homme. Donc un expert, il a lui aussi ses préférences. J'ai été pendant 10 ans le président de la commission du génie biomoléculaire qui expertisait la biotechnologie en agriculture et donc les plantes transgéniques. Bien évidemment, moi-même en tant que... je n'avais aucun intérêt dans l'agroalimentaire ou dans les firmes, mais en tant que biologiste moléculaire, généticien, je n'ai pas non plus de crainte particulière. Pour moi, c'est des choses extrêmement normales et habituelles que ces techniques. Et si j'étais président, ce n'était pas à moi d'expertiser, mais si il m'est arrivé d'expertiser, bien évidemment, je ne pourrais me départir, en tout cas, d'une absence d'inquiétude, d'une certaine sympathie a priori, puis je vais essayer d'être aussi honnête que possible. Mais il n'empêche que je ne pourrais me départir d'une certaine sympathie a priori. La seule possibilité
pour améliorer l'objectivité de l'expertise et de multiplier l'expertise. C'est-à-dire faire en sorte que tout sujet soit expertisé de différents points de vue. Et si, à l'expertise d'un biologiste moléculaire comme la mienne, on ajoute l'expertise d'un spécialiste de l'environnement, d'un écologiste scientifique, alors chacun des experts expertisera la question, mais également l'expertise de l'autre. Et l'on approchera comme cela asymptotiquement d'une possibilité d'expertise de meilleure qualité. Puis il y a un moment donné où le politique, je dis le politique dans le sens où Hobbes parle du souverain, c'est-à-dire celui qui représente la légitimité politique auquel on délègue. Il y a un moment donné où le politique doit prendre sa décision, nourri qu'il est par une expertise objective. Ça, c'est le monde idéal. On en est un peu loin quand même. Merci. Hamza ? Alors, bonjour, Monsieur Kahn. Alors, justement, vous avez évoqué les plants de maïs transgéniques. Donc, ma question porte justement sur... alors, après les OGM, la modification du vivant dans sa structure même semble passer à sa vitesse supérieure, avec le transhumanisme ou le post-humain, donc ce qui suit l'humanisme. Cette idéologie issue de l'imaginaire de la science-fiction est nourrie de découvertes technologiques récentes et que décrit par exemple un de vos confrères, le biologiste Jean-Pierre Vincent, prône aujourd'hui l'avènement d'un homme aux potentialités augmentées. Alors, où nous conduit cette idéologie ? Est-ce qu'il y a un danger à jouer au docteur Frankenstein ? Alors, deux éléments de réponse. Tout d'abord, parlons des biotechnologies en général. Je ne vais pas parler des plantes transgéniques, chacun a son avis. Mais je voudrais vous faire toucher du doigt qu'il s'agit profondément d'une question de nature différente. Je veux dire que autant l'intervention sur l'humain a une dimension éthique que personne ne contestera, autant la manière dont on s'y prend pour améliorer les qualités agronomiques du poireau, par exemple, si on parle de poireaux transgéniques, peut poser des questions en termes de sécurité, mais ne pose pas des problèmes éthiques en soi, à moins que l'on considère que l'intégrité de la nature doit être préservée, toute intervention équivalente à un viol, ce qui est une pensée qui se référant à ce que l'on appelle l'écologie profonde, mais qui est très minoritaire et qui est un peu absurde. Parce que la nature non violée est terrible pour l'homme. La nature non violée, c'est celle au sein de laquelle 3 enfants sur 4 mouraient de maladie avant que l'on ait entrepris de violer la nature pour diminuer la mortalité infantile, etc., etc. Donc, nous ne serons pas un très grand nombre à désirer perdre toute initiative dans la maîtrise de la nature lorsque elle représente pour nous un danger. Donc le problème des plantes transgéniques est un problème de maîtrise de la technique, de danger potentiel dans l'alimentation, dans l'environnement, et ça se traite à ce niveau-là. Le problème de la création d'un homme transformé avec de nouvelles potentialités est un vrai problème éthique. Ce que j'appelle éthique, ce que j'appelle bien ou mal, pour moi le bien est tout ce qui procède de la réflexion sur la valeur irréductible de l'autre, et tout ce qui se pose la question, essaye de préserver la valeur de l'autre, tout ce qui essaye de contribuer à l'épanouissement de l'autre, des autres, y compris les générations futures, et en tout cas évite de lui nuire, appartient au domaine de ce qui est moralement légitime, et tout ce qui met en cause la possibilité d'épanouissement des autres, aujourd'hui ou demain, ici ou ailleurs, a pour moi une connotation morale négative. Et par conséquent, clairement, la transformation pour conférer des qualités supérieures à des individus a une dimension éthique. Est-ce qu'il s'agit pour moi d'un progrès pour l'homme ? Alors, je vais reprendre la discussion entre Fritz et Clara. Que dit Clara ? Elle dit, pour moi, la science doit avant tout être un moyen d'aider l'homme à vaincre ses fragilités, de toutes les manières. Faire des engrais, soigner les maladies,
aller plus vite, plus loin, voler en avion, etc., etc. Permettre à l'homme, en effet, d'être plus libre, d'être plus indépendant. Avec le transhumanisme, et être plus libre, plus indépendant, soigner les gens, c'est notamment essayer de pallier les inégalités de nature. Je vais permettre, par exemple, à quelqu'un qui est plutôt petit et faible, parce qu'il n'a pas, la force physique n'a plus un rôle très important, il y a des machines aujourd'hui pour soulever, il y a des véhicules pour se mouvoir, d'avoir les mêmes chances dans la vie que le gros costaud musculeux. La technique et la science, c'est vraiment ça. Or, ce que vous me proposez, c'est de créer de nouveaux lignages, en créant des nouveaux, non pas en la réduisant, mais en créant des nouveaux des inégalités. Or, bien évidemment, ça, c'est immoral. Pour moi, la science qui est utilisée, non pas pour tenter de participer à la réduction des inégalités, mais pour en créer de nouvelles, des nouveaux, est profondément immorale. Donc, j'ai une opinion très tranchée sur ce dessin. Vous évoquiez la possibilité pour la science de pallier aux insuffisances des individus. Cette capacité est vérifiée à plusieurs niveaux, et notamment au niveau de la reproduction, puisque aujourd'hui, les mères porteuses ou encore le don de gamètes autorisent une dissociation effective entre le statut du géniteur et le statut du parent. Dans cette configuration, quel rôle donner à chacun de ces individus, puisque là, on n'est pas face à un problème scientifique, mais à un problème éthique? Là, vous savez, avant même que la science ne crée des problèmes, les mœurs et les habitudes ont commencé d'en créer. Car il y a plus de familles recomposées, où il y a plusieurs femmes et plusieurs hommes dans le couple parental, en fait, que de couples qui vivent dans la dualité homme-femme du début jusqu'à la fin de la vie d'une famille. Si bien qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec l'application de cette exigence morale. Prendre soin, essayer de préserver les autres. Donc il faut préserver les enfants. C'est clair que si la technique dont vous me parlez consiste pour des adultes, quels qu'ils soient, à décider de choses inouïes sur le corps d'un autre qui sera leur enfant ou leur clone, c'est-à-dire qu'un enfant n'est pas la chose des parents. C'est la grande loterie de l'hérédité qui fait que cet enfant est un garçon ou une fille. Il a, suivant les possibilités, il y en a des millions de milliards possibles entre un homme et une femme, il a telle ou telle caractéristique. Si je dis, aujourd'hui, je vais faire en sorte que les parents décident, voilà, je veux un enfant de tel sexe, de telle taille moyenne, de telle couleur de cheveux, de telle couleur d'yeux, cela veut dire que l'enfant est leur objet, leur appartient réellement. Ça n'est pas un progrès pour l'homme. Le progrès pour l'homme est de faciliter tout ce qui va marquer l'irréductibilité de l'enfant, qui est une autre personne, au désir des parents, au-delà du désir de procréer, c'est-à-dire d'avoir un enfant qui sera un autre. Par conséquent, lorsque ces méthodes d'assistance médicale à la procréation, et cela prendrait naturellement une dimension totalitaire avec le clonage, se mettent à conférer un pouvoir inouï aux adultes ou aux géniteurs sur l'enfant à naître, j'y suis totalement opposé. Si maintenant, cette technique consiste à faire signer à une femme un contrat indiquant qu'elle accepte d'être enceinte, elle accepte d'accoucher, mais elle reconnaît qu'il lui est interdit de s'éprendre de cet enfant qu'elle aura porté et dont elle accouchera parce que ça ne sera pas le sien. Si jamais elle s'en éprenait et qu'elle voulait le garder,
elle serait alors une délinquante et on pourrait lui intenter un procès. L'idée que je me fais de la morale indique qu'une telle manière de faire est inimaginable. Je ne peux pas réduire une femme, à un moment donné, à un utérus sur pattes pendant 9 mois, ayant contractuellement renoncé à s'éprendre du fruit de ses entrailles. Je ne le peux pas. En revanche, si vous me posez la question de l'homoparentalité, c'est en question. L'homoparentalité est une question qui, pendant très longtemps, m'a posé problème, non pas parce que je remettais en cause la légitimité du désir qu'avaient 2 femmes ou 2 hommes d'avoir un enfant ensemble et comme les couples hétérosexuels, de développer leur amour mutuel par l'intermédiaire de l'amour partagé porté à un enfant, mais parce que je m'inquiétais pour cet enfant. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que cela, la stigmatisation de l'homosexualité dans notre pays, dans d'autres pays, était telle que je craignais que des enfants à l'école, s'ils étaient alternativement pris, s'ils venaient les chercher de maman et de papa, que ça les mette dans des situations tout à fait impossibles. Et puis les choses ont énormément évolué. J'ai dit que les us et coutumes et les mœurs évoluaient. L'homosexualité est une forme de sexualité de mieux en mieux admise, réellement. Et aujourd'hui, je suis un peu dépourvu de raison morale de m'opposer à l'homoparentalité. Donc la totalité de ma réflexion est basée sur l'idée que je me fais de l'intérêt des gens concernés par ce que l'on décide. Il n'y a pas d'autres critères qui pour moi importent, pas d'autres. À ce propos, vous avez développé dans votre ouvrage, et dans d'autres d'ailleurs, un critère de réciprocité tout à fait intéressant, qui vous est propre, me semble-t-il, et sur lequel vous pourriez peut-être nous dire un mot. La grande question, c'est une question philosophique, c'est... je vous ai donné ma définition du bien et du mal. Mais vous pourriez vous demander, bon voilà, c'est la définition d'Axel Kahn, et ça lui est propre. Est-ce que ça a une valeur pour nous, pour d'autres? Et si ça a une valeur pour nous, si on est d'accord avec lui, est-ce que ça a une valeur ailleurs en Europe? Est-ce que ça a une valeur ailleurs dans le monde? Est-ce que ça avait une valeur dans les siècles passés? Est-ce que cela aura une valeur dans les siècles à venir? En d'autres termes, les critères moraux sont-ils absolus ou relatifs? Certains critères moraux qui ne sont pas essentiels sont évidemment relatifs. Je prends souvent l'exemple de la sexualité. Dans la civilisation occidentale, la fornication était l'objet de toutes les réprobations, jusqu'à il y a peu de temps. Alors que dans la religion hindouiste du XVIe, XVIIe, les jeux les plus imaginatifs de l'amour, des corps, étaient une manière de chanter la gloire de la nature et de la divinité. Et l'on voit très bien qu'il y a ici 2 préceptes moraux appliqués qui sont tout à fait différents. Mais ça touche l'écume des choses, ce n'est pas l'essentiel. Et l'exemple que je donne pour démontrer qu'en réalité il existe sans doute une base universelle à la morale est l'analyse que je fais du plus ancien des récits écrits, qui est le récit de Gilgamesh. C'est le premier texte écrit qui existe, l'épopée de Gilgamesh. Si la morale était totalement relative à une religion, une civilisation, une période, ce que les Mésopotamiens, il y a 5000 ans, appelaient bien et mal, devrait nous être totalement inintelligible. Or, tout l'inverse. Quand vous lisez le récit de Gilgamesh, aucune difficulté. Ce qui est mal pour les dieux et pour Gilgamesh et Enkidu est mal pour nous. Ce qui est bien pour eux est bien pour nous. Et en réalité, on se rend compte que si nous n'avions pas la capacité à reconnaître l'importance de l'autre, c'est-à-dire à considérer que l'autre, réciproquement, est justifié à se réclamer des mêmes droits que les droits que nous réclamons nous concernant, sans doute l'humanité n'aurait pas émergé. En effet, pour que l'humanité émerge, il y a 2 conditions. Il faut d'abord que nous ayons un génome humain, et ensuite que nous nous humanisions les uns les autres. Mais pour que nous nous humanisions les uns les autres, il faut que nous nous considérions les uns les autres comme des personnes. Et cette capacité, par conséquent,
à considérer l'importance de l'autre est la condition sine qua non de l'émergence de l'humanité. Et pour moi, c'est la base d'une morale universelle. Voilà. Merci. Hamza, une dernière question peut-être ici, et puis ensuite on passera aux questions de la salle. Oui, alors justement, vous êtes aujourd'hui en école, vous nous avez honoré avec cette conférence. Et donc justement, vous avez une position très nuancée par rapport à votre corps politique au sujet de la réforme des universités menée par l'ancien président, désormais Sarkozy. Dans le contexte très concurrentiel des établissements supérieurs au niveau mondial, quel avenir voyez-vous à l'enseignement supérieur en France, justement ? Moi, en règle générale, je fais partie d'une culture qui a toujours préféré l'autonomie à la dépendance. Et par conséquent, lorsque on m'a proposé de devenir l'un des 18 premiers présidents de l'une des 18 premières universités autonomes, ça a été la raison pour laquelle j'ai accepté de devenir président d'une très grande université française et de m'y consacrer avec passion pendant 4 ans et de le faire également à un niveau important à la direction de la conférence des présidents d'université. Et ce n'est pas parce qu'il s'agissait d'une proposition de Nicolas Sarkozy et de ses ministres que j'allais m'y opposer, alors que j'ai toujours considéré que l'autonomie était préférable à la dépendance. Cela dit, évidemment, le diable est dans les détails. Et y avait-il des arrière-pensées ? Oui, il y avait des arrière-pensées. Pour moi, l'autonomie d'une collectivité décidant collégialement de son destin, ayant les moyens de le mettre en œuvre, est une entreprise magnifique. Il n'y a pas de doute que parmi les promoteurs de l'autonomie des universités, il y avait un autre plan également, que les économistes comprendront bien. Le jour où les universités seront autonomes, c'est-à-dire moi, du jour au lendemain, du 31 décembre 2009 au 1er janvier 2010, j'ai dû, comme chef d'établissement, payer 5000 fonctionnaires. Et puis après, il fallait bien que je me débrouille de les payer, de cotiser pour leur retraite, etc., et que je vois pour l'avenir. Alors, l'arrière-pensée était, ils seront autonomes, y compris dans leur budget, ils verront bien qu'ils n'ont pas assez d'argent, et ça les amènera enfin à faire ce que l'on désirerait, c'est-à-dire libérer totalement les frais d'inscription dans les universités, etc., etc. D'ailleurs, est-ce que cette arrière-pensée a existé ? La réponse est oui. Ça, c'est tout à fait, totalement, absolument évident. Mais moi, j'ai pris ce que l'on me proposait. C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez que l'université devienne autonome ? C'est-à-dire que cette confrérie de mathématiciens, de philosophes, de sociologues, d'économistes, de techniciens du sport, de médecins, de pharmaciens, décident dans la pluridisciplinarité d'essayer de se forger un projet pédagogique et de le mettre ensemble en œuvre, ou alors préférez-vous que, ligne par ligne, vous ayez un budget dont décide le ministère sans que vous puissiez en partir ? Il n'y avait pas photo, naturellement. J'étais favorable à cette université d'un établissement exerçant une mission de service public. L'université exerce une mission de service public, bien entendu, exerçant une mission de service public, mais pour le faire mieux, le faisant de manière autonome. Merci Axel Kahn. On va donc passer aux questions de la salle. Que ceux qui ont des questions se manifestent. On a des micros qui peuvent circuler dans les différentes travées. Voilà, donc on a une question à droite. Mademoiselle. Bonsoir, Monsieur Kahn. Vous nous avez parlé de la complexité du XXe siècle. Où êtes-vous ? Ici. Ah, ça y est, je vous ai vu. Donc vous nous avez parlé de la complexité du XXe siècle, une période où nous autres civilisations avons pris conscience de notre condition de mortels. Pensez-vous que c'est parce que nous avons voulu que la question du bonheur soit consubstantielle à celle du progrès technique ? En d'autres termes, aujourd'hui, pensez-vous qu'à l'heure du désenchantement du monde, nous puissions encore être des progressistes heureux ? Alors la question du bonheur, elle est posée au XVIIIe siècle. Celui qui s'écrit « Le bonheur, une idée neuve pour l'Europe », c'est Saint-Just. La question du bonheur individuel et de l'autonomie individuelle, c'est la grande question, et d'ailleurs ce qui est l'élément central du
mouvement des Lumières. Et de fait, les hommes et les femmes des Lumières étaient persuadés que les mécanismes du progrès étaient le moyen d'y parvenir. Ce que je vous ai dit est qu'aujourd'hui, formé par l'analyse de ce qui s'est passé, enrichi et également déçu, ébloui et déçu, désenchanté par ce qui s'est passé, nous savons que c'est moins simple et que le bonheur, sans doute, c'est un peu compliqué, naturellement. Je veux dire, on ne fera jamais que la vie humaine n'ait pas son lot d'événements tragiques. Je vais publier dans quelques jours un livre qui s'appelle « Les âges de la vie ». Et le premier des éléments tragiques, c'est que tout au long de notre vie, nous voyons notre corps se transformer et à un moment donné se transformer dans un sens que nous regrettons, qui nous terrorise. Et nous savons que chaque jour qui passe nous rapproche du moment où nous ne serons plus. Et ça, c'est tout de même tragique, dans une dimension où on n'espère plus que la fin de notre vie terrestre sera le début d'une vie merveilleuse pour beaucoup d'entre nous. C'est tout de même un élément tragique. Donc le bonheur absolu où on gomme le tragique de la vie n'existera pas. En revanche, se fixer comme objectif d'essayer de parvenir à un meilleur niveau d'épanouissement des femmes et des hommes aujourd'hui et demain, je pense que c'est cette exigence que je vous ai proposée de réintroduction d'une finalité, aussi bien dans l'économie que dans le mécanisme du progrès. C'est possible, à une condition, qu'on le veuille explicitement, c'est-à-dire que l'on explicite que le but des efforts que nous consentons n'est pas le bonheur, c'est bien compliqué, mais en tout cas, c'est d'amélioration des conditions d'épanouissement, compte tenu de la réalité des situations, ici et là-bas, aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Une question à gauche cette fois. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. J'ai une question. Au collège, en cours d'éducation civique, on nous apprend souvent que la liberté, c'est agir avec pour limite la liberté des autres, c'est-à-dire agir, faire ce que l'on veut tant que l'on ne blesse pas l'autre. Et aujourd'hui, alors qu'on a de plus en plus de mal à prendre en compte les faibles dans la société, donc je pense aux personnes âgées, je pense tous les embryons diagnostiqués handicapés, physiques, mentaux, etc. Est-ce que, justement, on n'a pas une vision aveugle de cette liberté par laquelle on nous promet le bonheur, et on oublie fondamentalement que la liberté, c'est le respect des autres, mais aussi également le respect de soi-même, et que c'est surtout pour chaque être humain la formidable capacité qu'on a à pouvoir faire le bon choix. Alors une bonne manière de marquer, de manière plaisante, de marquer la différence entre deux visions de la liberté, dans le domaine amoureux, c'est agréable le domaine amoureux, autant en parler, c'est de comparer les visions de Sade et de Casanova. Sade et Casanova, tous les deux, aiment bien le sexe, les femmes, ils sont hétérosexuels, par conséquent. Mais avec une différence absolument considérable. Casanova théorise que son goût pour l'amour et pour les femmes passe par le désir forcené de satisfaire, de rendre, de partager avec ses partenaires, alors que Sade théorise qu'il n'est pas possible de suivre et de rechercher son plaisir si on s'arrête au souci de l'autre. Voilà deux visions. Et je dirais que la modernité de cette opposition est presque aussi grande que la modernité de l'opposition entre Socrate et Protagoras. Est-ce que la vérité conduit au bien, ou bien est-ce que la vérité et la recherche du bien sont des démarches qui sont indépendantes ? Il pourrait y avoir une traduction économique
de cette opposition que je fais entre Sade et Casanova. Est-ce que la liberté économique prime au point qu'elle ne doit pas s'arrêter au souci des autres? Ou alors est-ce que la liberté économique ne vaut comme liberté qu'à partir du moment où elle participe au souci, à la finalité du bien-être des autres? C'est la question fondamentale en réalité de notre société. Et vous voyez, on peut y revenir de différentes manières. Une question à droite pour nous et donc à gauche pour les personnes qui... Ah, non, pardon. Oui. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Kahn. Donc, vous avez parlé il y a quelques instants de l'universalité de la morale. Donc, vous avez dit que ce qui est moral partout et tout le temps. Mais comment ça peut être universel alors que les mœurs évoluent notamment et les idées de la société évoluent, comme par exemple sur l'homosexualité, etc. Donc je voulais savoir, est-ce que vous croyez en une morale évolutive quelque part? Alors ça dépend, les mœurs sont évolutifs. Et la manière dont ces préceptes moraux fondamentaux que j'ai ébauchés devant vous se posent, les situations dans lesquelles ces questions interviennent sont terriblement évolutives, effectivement. Cela étant dit, prenons un exemple typique d'évolution et de sujets polémiques et d'évolution des mœurs, qui est l'interruption volontaire de grossesse. Il n'y a encore pas si longtemps que cela, on pouvait condamner à mort des femmes qui avaient avorté, et les personnes, et d'ailleurs la dernière condamnée à mort l'a été pendant la guerre, comme vous le savez, par le régime de Vichy. Et on arrive à une situation où la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse et d'ailleurs donne mandat aux médecins de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. Alors, vous pourriez me le présenter en démonstration et en exemple de ce que les mœurs évoluent. Mais pas les règles morales fondamentales. C'est-à-dire que la morale fondamentale, c'est le respect de l'autre, très profondément. Le respect de l'autre dans l'interdiction de l'avortement, initialement. Ce n'est pas l'élément qui est mis en avant. L'élément qui est mis en avant, c'est la sacralité de la vie en tant que don de Dieu. Ça, effectivement, à partir du moment où vous ne croyez plus tous en Dieu, l'idée que la vie est sacrée parce qu'elle est don de Dieu est une notion qui n'a pas la même force. Ça va de soi. Mais est-ce que remettre en cause, parce qu'on passe de croyant à non-croyant, cette notion de la sacralité de la vie en tant que don de Dieu qui ne peut être donné et repris que par Dieu, qui est un des éléments fondamentaux pour lequel les églises se sont opposées à l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce qu'on peut indiquer qu'il s'agit d'une remise en cause des règles morales fondamentales? Pas du tout. Quand je me suis déclaré favorable à la loi du 17 janvier 1975, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, en réalité, ce à quoi je me suis montré favorable n'est pas du tout à une loi qui chosifiait, réifiait l'embryon ou le fœtus comme chose négligeable. C'est bien la réflexion que j'ai menée en tant que médecin praticien sur les situations réelles qui m'ont amené à considérer que cette loi était un progrès. J'étais médecin à l'époque en réanimation et j'ai vu, compte tenu du type de médecine que j'exerçais, j'ai soigné des dizaines de jeunes femmes qui étaient dans une situation extrêmement grave après des avortements clandestins et j'en ai vu mourir entre mes mains, entre 23 et 35 ans, une dizaine. Et pour avoir vu un très grand nombre de ces femmes, j'ai su que dans pas mal de circonstances, pour ces femmes, la question n'était pas du tout de garder l'enfant ou de ne pas le garder, elles ne pouvaient pas le garder. Il était totalement impossible qu'elles le gardent. La seule question était ou bien d'avorter en mettant leur vie en danger, ou bien d'avorter sans mettre leur vie en danger. Et dès lors, pour moi, aussi bien comme médecin que comme moraliste, il n'y a plus de question.
Et donc, on arrive à une modification considérable des mœurs, certainement, mais pas du tout à une remise en cause des règles fondamentales de la morale, qui est l'évidence de la valeur de l'autre. C'est bien au nom d'un équilibre que j'établis. J'ai deux possibilités. Dans un cas, 2 personnes risquent de mourir. Dans l'autre cas, une mère et une personne en devenir. Et dans l'autre cas, au moins, on sauve la mère, et je préfère au moins sauver la mère, qui m'amène à l'évidence de ce que cette loi est un progrès, et non pas du tout un reniement moral. Et je pourrais le dire de pratiquement toutes les évolutions des mœurs, en réalité. Je ne vois pas pourquoi la morale, par exemple, je parlais des morales répressives, du plaisir, et notamment du plaisir sexuel de notre civilisation occidentale pendant des années. Les églises n'aimaient pas le plaisir, il faut bien reconnaître. Je ne vois pas en quoi ne pas aimer le plaisir procédait d'une vision réciproque de considération des femmes et des hommes. Aujourd'hui, je crois que nous avons décidé que le plaisir faisait partie des manières d'être des femmes et des hommes, et qu'y accéder était possible, et qu'aucune morale n'avait à démoniser, à connoter moralement négativement l'accès au plaisir, mais nous avons la même considération pour la valeur humaine des femmes et des hommes. Donc, voyez, il ne faut pas confondre l'évolution des mœurs avec le reniement des règles fondamentales de la morale basées sur la valeur de la personne. On va prendre une dernière question. Bonsoir, Monsieur Kahn. Ici. Je voudrais revenir sur les questions d'ingénierie génétique et ce spectre du génome humain. Et donc, je pense qu'on a tous bien compris votre position sur le sujet. Et je voudrais savoir quelle serait votre réponse, mettons, au camp adverse. Et notamment, je pense à Peter Sloterdijk, qui, il y a quelques années, déclarait qu'en fait, la seule loi qui nous retenait, qui nous faisait peur sur ces questions, était en fait une certaine rigidité des mœurs, notamment issue de la morale chrétienne. Donc je voudrais savoir quelle serait votre opinion sur cette réflexion de Sloterdijk. Sur ce point, je ne suis pas en opposition avec Peter Sloterdijk, qui est certainement un des très grands philosophes vivants modernes. Certainement. Je le classerais volontiers parmi la contrepartie parmi la philosophie libérale, c'est un philosophe libéral. La contrepartie d'Habermas, qui est également un philosophe libéral, mais qui représente tout à fait une autre tendance. Cela étant dit, comme vous l'avez compris, je serais totalement incapable de vous indiquer que je suis opposé à l'évolution des mœurs, parce que cela contreviendrait à la tradition de la moralité chrétienne. Je n'ai aucun anticléricalisme, comme on vous l'a dit, je collabore beaucoup dans la réflexion, y compris avec le Vatican, mais je dénie, parce que je suis un laïc profond, je dénie totalement à l'Église, à celle-là comme à toute autre, toute prédominance au plan moral. Elle donne son avis comme un groupe d'opinion parfaitement légitime, mais qui vaut dans le cadre de cette opinion particulière qui est celle de l'Église. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition entre Peter Sloterdijk et moi sur cette question. Si l'on parle des problèmes de mœurs, j'en ai parlé, c'est important. On peut parler de la prostitution, c'est un élément important. Si j'aborde la moralité de la prostitution, jamais vous ne m'entendrez dire la prostitution est immorale, elle est obscène, parce que il est impossible pour une femme de vendre son corps. Je ne dirais pas cela. Évidemment, si ma fille venait me voir, ou une de mes filles venait me voir en me disant « Écoute, papa, il y en a une qui est kinésithérapeute, l'autre qui est médecin. On a exercé nos métiers, mais ça ne gagne pas très bien, et je trouve qu'on gagnerait mieux notre vie en nous prostituant. Je ne serais pas très heureux. » C'est vrai, j'ai mes préférences personnelles, mais je serais incapable de connoter négativement la moralité de leurs décisions. Et
En tout cas, la puissance publique n'a rien à dire là-dessus. En revanche, je ne m'arrête pas là, car je sais très bien que dans 99% des cas des femmes prostituées, et aussi dans un bon nombre de cas des hommes prostitués, ce n'est pas du tout des femmes qui exercent leur liberté, ce sont des esclaves des temps modernes. Et me satisfaire de la liberté d'exploiter des esclaves serait manquer totalement de solidarité envers ces femmes. Et donc, dans ma vision de la prostitution, il n'y a nulle réprobation, même si, personnellement, je préfère que mes enfants choisissent un autre job. Mais autrement, il n'y a aucune réprobation en soi de cette manière d'exercer son métier. En revanche, et la société n'a absolument pas à le faire. Pour la société, c'est moralement neutre. L'Église peut indiquer qu'il ne faut pas, etc., etc. Mais pour la société en tant que telle, c'est moralement neutre, car ce qu'un adulte fait de son corps avec d'autres adultes consentants ne regarde que cette personne, sauf quand, en réalité, elle ne le fait pas du tout librement, mais qu'elle le fait totalement sous l'emprise, soit de la tyrannie, de l'esclavage, ou de la plus impérieuse des nécessités. Et alors, s'arrêter à l'apparence de la liberté devient un manque de solidarité. Merci infiniment, Axel Kahn, pour cette participation à cette conférence. Merci. Merci au public et bonne soirée.